Bonsoir, à toutes et à tous. À toutes d'ailleurs, je ne sais pas si je fais bien parce que, à part Brigitte, il y a une dame. Ah oui, Madame Vérac, pardon, quand même. Vous entendez pas bien? Est-ce que c'est mieux là? D'accord. On en est déjà à la 4e séance consacrée à la saisine sur le futur débat public lié au franchissement de Loire. Gabriel vous a d'ailleurs adressé ces jours-ci une brève synthèse des 3 premières rencontres. Et on a pu constater à l'issue de ces 3 premières rencontres combien l'échange avec la Commission nationale du débat public a été intéressant, avec finalement le constat que de nombreux points de leurs préoccupations rencontrent les nôtres. Donc c'est en tout cas assez riche pour nos travaux. Ce soir, nous recevons Olivier Rigvert pour parler de design des politiques publiques. Le concept est encore assez nouveau, mais je vous avais indiqué lors de notre assemblée générale qu'il était important pour le Conseil d'explorer des champs originaux en matière de débat public. Le mot design peut paraître décalé, parce qu'il fait référence à des notions que nous appliquons, nous, à l'industrie ou aux objets de consommation. Au-delà de l'acception habituelle du mot, il y a aujourd'hui des réflexions tout à fait intéressantes sur l'application des méthodes du design à l'élaboration des politiques publiques. Cette démarche donne une autre place à l'habitant qui n'est plus seulement un simple sujet de consultation. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité en savoir plus avec Olivier Rigvert. Il se présentera lui-même, mais on a eu l'occasion de le rencontrer. Il entre dans la catégorie des veilleurs, des défricheurs, de nouveaux modes de l'action publique. Il fait partie de ceux qui sont à l'affût permanent des grandes tendances sociétales, avant de devenir le responsable de la plateforme régionale d'innovation consacrée au design. Il a notamment animé un service régional appelé Laboratoire des mutations. Ce soir, nous lui avons demandé un double exercice, à la fois un exercice pédagogique pour nous expliquer, nous en dire plus sur la notion de design des politiques publiques, parce que ça ne va pas de soi. Et en même temps, on lui a aussi demandé de nous dire en quoi ces méthodes peuvent nous être utiles dans notre réflexion sur le débat public sur les franchissements. Voilà, j'en dirai pas plus. Je voudrais le remercier en votre nom d'avoir accepté notre invitation et lui confier le micro immédiatement. Celui-là marche? Non. Alors, il faut peut-être l'allumer. Voilà. C'est l'autre qu'il faut prendre? Non, mais le fil risque de... Non, il est assez long. Ok, bonjour. Alors, je vais essayer effectivement de vous présenter un petit peu ce qu'on peut avoir réalisé du côté du design des politiques publiques. Ça va passer par un certain nombre d'étapes. Alors, d'abord, je vais commencer par présenter la structure que je dirige aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai du design, de sa définition, dans quoi il peut être utile à l'innovation publique, aux politiques publiques en général, et en quoi, à mon sens, il peut apporter 3 choses particulières qui pourraient vraiment être utiles dans ce qui est devant vous, qui est quand même quelque chose d'un peu complexe de ce que j'ai pu comprendre. Et puis, après avoir dit ces 3 choses globalement, je vais reprendre, vous verrez, point par point, des exemples, des choses qui sont susceptibles de vous inspirer, qui sont pas directement utilisables, mais que vous pourrez transposer éventuellement dans les travaux qui seront les vôtres par la suite. Alors, très vite, une plateforme régionale d'innovation comme Design Pays de la Loire, c'est une structure qui réunit l'écosystème du design, des designers, des grosses agences nantaises, des entreprises utilisatrices du design du territoire, tous les établissements d'enseignement supérieur qui en font, et dans une acceptation très large, y compris donc l'Université de Nantes pour sa licence de prototypage, et toutes les structures de développement économique. C'est quelque chose qui est parti d'eux-mêmes, qui avaient envie de monter une filière pour faire avancer
avancer la cause du design, sa diffusion. Et le travail que nous menons est autour de 4 axes. Donc sur la diffusion de la culture du design, c'est ce que je suis en train de faire ce soir. L'intégration du design dans les entreprises, puisque c'est une structure d'émanation régionale, on peut y compris passer par les aides économiques. L'interdisciplinarité, faire travailler des designers avec des sociologues, avec des marketeurs, avec des ingénieurs pour essayer de faire sortir et émerger des nouveaux dispositifs, et y compris des nouveaux marchés. Et l'expérimentation, on est par exemple partenaire assez fort du Fab Lab qui vient d'ouvrir sur l'île de Nantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de plateforme C, mais c'est une structure où il y a des imprimantes 3D, des découpes laser, etc., etc. Oui, il faut expliquer peut-être en 2 mots ce qu'est un Fab Lab. C'est un endroit où les gens peuvent venir faire des premières formes prototypées sur du bois, avec des éléments d'électronique, un projet qu'ils ont en tête. Ça peut être de tout ordre. Ça rend accessible ce qui ne l'était pas hier, parce que on fait avec des commandes, on fait des choses avec des appareils à commande numérique aujourd'hui de façon beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ces premières formes permettent aux gens de mieux visualiser quels peuvent être leurs projets. Et ça peut aller jusqu'à l'industrialisation. Il y a des exemples aux États-Unis sur la question. Donc on fait ce type de choses-là, de l'expérimentation. Aussi dans nos locaux, on a un appareil de réalité virtuelle qui permet aux étudiants de tester l'immersion dans la réalité virtuelle. Par exemple, très concrètement, un projet de l'école de design concerne les cabines d'STX et comment on peut mettre des meubles dedans sans avoir à les construire, mais juste sur plan, comme ça on se balade dans la cabine et on voit si elle marche, ou enfin si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, juste en y étant de façon virtuelle. Voilà ce type de choses-là qu'on peut faire. Dans notre activité, le design des politiques publiques est quelque chose d'émergent, qu'on commence à mettre en place. Il y a quelques collectivités qui s'y sont mises et qu'on souhaite favoriser le plus possible. Donc j'arrête le moment corporate pour aller dans le vif du sujet. Je vais vous parler du design un petit peu. Le design, pour les gens, c'est avant tout un adjectif. C'est oh cette lampe, oh cette table, elles sont trop design. Mais le design, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas seulement ça. On compte beaucoup de designs différents. Il y a le design de produits, c'est celui-là. Il y a et on parle plus de style finalement que de design. Il y a le design d'espace. Il y a donc les magasins, comment s'agencer dedans par exemple, mais ça peut être aussi sur un salon, ça peut être pour des moments éphémères en pleine ville. Il y a le web design, faire des sites qui soient le plus ergonomiques possible, par exemple. Au Mans, on a une spécialité sur notre territoire qui est le design acoustique. C'est quelque chose de très important pour la qualité sonore. Ça peut être aussi de créer des jingles. Par exemple, vous savez que les 6 notes de la SNCF ont été créées justement au Mans et elles permettent de reconnaître de très loin un message qui nous est donné. Souvent un message pour nous dire que on est en retard, mais bon, c'est comme ça. Marc Caro, qui habite cette ville, se définit, lui, Marc Caro de Caro et Genet, il se définit comme un designer de film. Il donne une ambiance au film. Et on a aussi des méthodes managériales issues du design. Aux États-Unis, ça passe par le design thinking, qui est quelque chose qui permet d'explorer des nouveaux territoires, de créer des nouvelles choses. Et donc il y a le design des politiques publiques. Alors donc vous voyez, on a plein de différents. Ils ont tous en commun une chose. C'est qu'ils luttent contre une envie qu'ont beaucoup de gens de mettre sur le marché une technologie qui rencontre une faisabilité. C'est pas trop cher, alors on tente. Non, on rajoute l'humain. On rajoute l'humain dans le design. On se dit que il faut rajouter la désirabilité. La désirabilité, c'est parce que c'est beau, parce que c'est fonctionnel, que c'est ergonomique, parce que on vit une belle expérience, parce que ça renvoie une belle image de soi. Je connais un designer qui dit que la pyramide de Maslow qui définit la hiérarchie des besoins en 5 étapes de la survie à l'accomplissement de soi, en fait elle se trompe. Il y a la survie et après on a envie de vivre des expériences. Et c'est une des visions que les designers peuvent défendre en se disant que la plus belle des technologies, si on la rend pas accessible ou désirable, eh ben elle marchera pas. Alors cette partie de la définition du design, parce qu'il y en a une seconde partie, elle suffit pas parce qu'on peut dire ça à peu près aussi du marketing. Le design s'en sépare de 2 façons. Le design pense d'une part qu'un mauvais produit
même à force de publicité, sur la durée, il durera pas, il tiendra pas. Et ça, c'est une première chose. Mais surtout, le design, il inclut un mode opératoire. Et c'est là où ça commence à vous intéresser. Il y a beaucoup de choses. Je vais revenir une par une sur toutes ces étapes. Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter des cas pratiques, des cas précis et des choses inspirantes. Mais dans le design, il y a 3 choses très fortes. C'est qu'on centre sur l'utilisateur. On part des gens. C'est avant tout les gens qui sont intéressants et c'est d'eux dont on apprend beaucoup. C'est une des vraies bases et il y a pour ça des techniques très compliquées à mettre en œuvre, alors qu'elles sont par ailleurs très simples à comprendre, mais qui demandent à travailler sur soi de façon très importante, et c'est là que les designers rentrent en ligne de compte. Une deuxième caractéristique du design, c'est qu'elle va très vite formaliser son travail. Très vite, on va essayer de trouver une forme, quelque chose qui peut parler aux gens, sur lequel les gens peuvent s'entendre et peuvent discuter. Vous savez que tant qu'on discute de concepts, chacun comprend, on peut maintenir des malentendus. Mais dès qu'on commence à avoir un objet, un dessin, et ben là, tout de suite, c'est beaucoup plus concret et ça lève bien des hypothèses. Et donc c'est quelque chose de très important. Ça va passer par le dessin, par le prototypage, par des storyboards, par beaucoup de choses. J'y reviendrai dessus. Et dans le design, on procède par itération. On adore l'essai-erreur. On se trompe le plus vite possible pour réussir encore plus vite derrière. C'est-à-dire qu'on ne va jamais figer un processus, on va revenir en arrière, on va être capable de toujours remettre en cause les choses pour arriver à une solution qui soit une solution utile, pratique et concrète, et pas forcément la meilleure des solutions. Vous savez, une blague des designers sur les ingénieurs, c'est deux polytechniciens qui sont à l'inauguration d'un pont, c'est pour ça que je la raconte, et qui regardent les gens qui passent dessus, et qui sont en voiture, et ils se disent, bon d'accord, ce pont fonctionne en pratique, mais en théorie. Et ben voilà, ça c'est une question que les designers se posent pas. Les designers, eux, c'est la pratique qui va les intéresser. Alors, en résumé, donc, le design, c'est l'empathie, c'est la concrétisation, quelque chose de concret, et c'est l'essai-erreur. On utilise beaucoup ça aujourd'hui dans le secteur public. Ça a commencé en Angleterre il y a une quinzaine d'années, quand Tony Blair avait plus un sou vaillant d'argent public et qu'il a fallu trouver des idées. Il a fait appel aux designers. C'était sur la base de travaux qui avaient été menés notamment au Québec et en Australie. Et il a commencé à mettre en place des dispositifs. Alors, c'est le Nesta, c'est des dispositifs qui sont souvent territoriaux, qui ont utilisé le design sur les territoires. Dans le nord de l'Europe, où le design est quelque chose de très fort, il y a au Danemark une structure qui s'appelle le Mind Lab, qui depuis 11 ans design des politiques publiques. Donc on a un vrai bilan, ça fait 11 ans. Ils ont travaillé sur les politiques d'éducation, ils ont travaillé sur les politiques du ministère des Finances. Ils ont designé la feuille d'impôt, par exemple, pour essayer de faire en sorte que les gens aient envie d'en payer. Je pense qu'on devrait peut-être faire appel à eux en ce moment. En tout cas, ce serait peut-être une solution. Et aujourd'hui, c'est 11 pays en Europe et d'autres aux États-Unis, en Australie, qui se sont mis dans ce type de dispositif, qui utilisent les techniques du design avec des résultats effectifs, tangibles. En France, cette communauté se cristallise autour de la 27e région, qui est une structure qui est née à partir de l'Association des régions de France en 2008, qui a autour d'elle des vrais acteurs. Sur la carte d'Europe que je vous ai mis, vous voyez qu'il y a 2 points, ici, parce que il y a des acteurs du design public qui sont nantais. Et c'est vrai qu'on commence à avoir agrégé un certain nombre de réussites et de choses qui peuvent nous permettre aujourd'hui de passer à une échelle plus importante. Alors moi, en ce qui me concerne, un peu comme tous les acteurs de français, je suis un compagnon de route de la 27e région. J'ai travaillé avec eux notamment sur la partie participation citoyenne de Pays de la Loire 2040, de l'exercice de démocratie participative que la région a fait autour de la prospective, où on a monté des choses, mais je vous en parlerai pendant la présentation. Voilà, je vous ai parlé du design, je vous ai parlé de l'innovation publique. Je vais faire un truc qui se fait un peu, c'est je vais commencer ma présentation des
par la conclusion finalement. Ce que je vais vous dire, à mon avis, en quoi dans vos travaux, et puis après je vais étayer avec plein d'exemples. L'innovation publique peut vous être utile. Elle peut vous être utile pour 3 choses, parce qu'elle va questionner les problématiques. Avec le design, on fait out of the box. C'est pas parce qu'on a un brief qu'on leur challenge pas. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il y a 3 moyens qu'on va pas aller en chercher un 4e. On va essayer de faire marcher des choses ensemble, et on va essayer de trouver des solutions peut-être innovantes. Et ça, c'est très important. On s'enferme pas dans une logique de départ, et il y a des méthodos pour ça. Et ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que ça fait appel à l'empathie. Alors, l'empathie, donc vous savez, c'est la capacité à ressentir ce que la personne en face de soi peut ressentir. C'est pour des raisons hyper concrètes. J'ai repris une citation de David Ogilvy, qui était donc un publicitaire, mais qui disait: le problème avec les études de marché, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ressentent, ne disent pas ce qu'ils pensent et ne font pas ce qu'ils disent. Et il y a un moment donné où c'est valable aussi dans les débats publics, où il y a les postures, où il y a, moi je peux vous raconter ça, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il y a un moment donné où il faut aller chercher ce dont ont vraiment besoin les gens. Et les méthodes qui peuvent être mises en œuvre permettent d'obtenir des informations qu'on ne peut pas imaginer si on en reste juste à la posture. Et ce phénomène de l'empathie qui permet d'engranger des informations est quelque chose de très très intéressant. Je vais vous donner des exemples de tout ça, bien entendu. Et comment dire, apprendre avec le design à arrêter de rechercher la solution parfaite d'un point de vue conceptuel et essayer de trouver un truc qui marche. C'est aussi quelque chose de très important. Le mieux est l'ennemi du bien, hein, dit le bon sens commun, et c'est quelque chose que le design utilise véritablement. Alors, je vais vous présenter beaucoup de choses. Je vais reprendre les étapes une par une, et puis pour essayer de sortir de ce cadre un petit peu éthéré que je vous donne là. C'est pas des réponses toutes faites, mais par contre c'est des choses qui sont susceptibles de vous guider, de vous donner des idées ou d'illustrer ce que ça pourrait être qu'un travail de fond mené sur la question. Alors en fait, j'ai repris mon petit schéma de tout à l'heure, comme ça vous savez si vous avez suivi, le nombre de slides qui restent. La première chose, c'est la veille. Alors, tous les designers, en tout cas qui sont dans le secteur public, mais globalement, se tiennent au courant de ce qui se passe dans la société. C'est des gens qui sont en phase avec les enjeux. C'est des gens qui, comme donc tout à l'heure on parlait de ce qu'on peut rechercher sur les enjeux de demain. Bon, par ailleurs, ayant travaillé sur Pays de la Valeur 2040, moi j'ai des idées à peu près arrêtées sur un certain nombre de questions qui sont exploratoires pour beaucoup de gens, mais sur la robotisation de l'économie, sur tout ça. Enfin, ils sont au courant. Les enjeux du développement durable, ils les ont présents à l'esprit. Mais au-delà de ça, avec ce fonds, là je prenais comme exemple les transports du futur, qui quand même est un blog extrêmement exploratoire qui est issu de l'ADEME et qui permet d'avoir des idées par rapport aux enjeux des transports de demain, très intéressant. Mais au-delà de ça, ils essayent toujours d'avoir un fonds inspirant qui va leur permettre de garder à l'esprit qu'on peut sortir de la boîte, justement. Alors j'ai essayé de le faire. Moi, je suis pas designer, mais j'ai essayé de le faire très vite en faisant quelques recherches, en faisant appel à la sérendipité sur Internet. Donc le fait de trouver ce qu'on cherchait pas. Je suis parti d'un pont à 2 niveaux. C'est intéressant hein, de réfléchir au pont à 2 niveaux. Et puis en tapant pont à 2 niveaux, je suis tombé sur le pont du Gard. Ça, quand même, c'est pas au Japon qu'on l'a inventé, hein, ça fait quand même quelques millénaires, voilà. Je me suis retrouvé sur la question des péages urbains. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui qu'il faut intégrer dans cette idée de franchissement de la Loire? J'ai trouvé un petit peu tout à droite le carpool qui se passe, qui permet aux États-Unis, dans certains États, hein, que les véhicules qui ont plus d'une personne à l'intérieur puissent utiliser des fils
qui sont interdites aux véhicules où il y a une seule personne dedans. Ça, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que c'est une réponse sur l'île Beaulieu? J'en sais rien, moi. Mais c'est des choses ça permet de construire ce qu'on appelle un moodboard ou une planche de tendance, mais quelque chose qui donne un environnement qui permet d'éclairer, de réfléchir différemment et de pas s'enfermer uniquement dans les solutions qui sont proposées, mais d'ouvrir les champs du possible, ce qui ne veut pas dire qu'on va les exploiter complètement. Alors la dernière image, c'est l'Hyperloop, c'est un projet qui permet de mettre des gens dans des tubes comprimés entre San Francisco et Los Angeles, qui permettra aux gens d'aller 10 fois plus vite qu'avec un TGV, une demi-heure en mettra seulement. Voilà, mais ça, ce type de choses-là, c'est un projet sur lequel des gens travaillent, des vrais ingénieurs, et qui a des chances d'arriver. Le type qui propose ce projet, c'est le type qui a fait Tesla. Les voitures électriques Tesla étant une entreprise qui a un capital de 18 milliards de dollars, là où Peugeot est à 3. Donc vous voyez, c'est pas forcément complètement irréel. Donc voilà, cette idée de veille, d'avoir un environnement, de se mettre dans un bain qui permette de sortir des cadres et de se poser des questions. La deuxième chose, c'est la compréhension. Alors, avant de commencer le travail, il faut travailler. Dans ce type d'enjeu, et notamment dans le design public, on va faire des équipes interdisciplinaires. Ça peut être des gens comme les gens autour de Chronos sur un sujet comme ça, du labo de sociaux de Chronos qui a une vraie réflexion sur les transports. Ça peut être les gens de l'ADEME dont je parlais tout à l'heure, Gabriel Plassa des transports du futur. Ça peut être plein de gens, mais ça peut être des sociologues, des ethnologues, ça peut être plein de gens qui peuvent apporter leur pierre en fonction des enjeux qu'on a pu mettre en place. Par exemple, sur Pays de la Loire 2040, on est parti avec des designers, mais on est aussi parti avec des gens qui faisaient de la prospective. On avait l'équipe de Martin Vanier, qui est donc un très bon prospectiviste, qui nous a épaulés tout au long et avec qui on a travaillé. Et on a fait appel à un panel de gens, dont un certain nombre sont présents ici, qui nous ont aidés à définir des directions. Et on a utilisé les deux, on a fait les deux choses. C'est important l'interdisciplinarité, hein. Ils vont pas inventer des choses comme ça. Et puis après, donc, ils vont utiliser l'empathie pour aller se renseigner auprès des parties prenantes, comprendre ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils disent pas, poser des questions qui fâchent. C'est une des caractéristiques de ce métier, c'est d'arriver à poser des questions qui sont pénibles pour tout le monde, hein. Alors, montrez-moi sur une carte, mais concrètement, redescendre au concret, en permettant aux gens de démontrer la véracité de leurs propos, essayer d'aller comprendre les logiques qui sous-tendent, et voilà. Tout ça dans la plus grande bienveillance, hein. Il ne s'agit pas de démonter les gens, c'est juste pour comprendre. L'idée, c'est vraiment de ne pas chercher à valider quoi que ce soit, mais chercher à générer, trouver des idées. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un préalable. Après, on passe à une étape qui est vraiment cruciale, qui est celle de l'observation. Du point de vue des politiques publiques, le design ne peut pas se cantonner aux parties prenantes, au débat. Il doit porter sur les utilisateurs. C'est eux qu'on doit aller voir. C'est eux dont on doit comprendre les utilisations, parce que c'est avant tout ça qui est intéressant. C'est pas de savoir qui dans les parties prenantes à la fin va gagner. Ce qui est important, c'est que les gens ils puissent se déplacer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est quelque chose qui sera très présent dans une démarche de design public. Alors, la 27e région, par exemple, défend l'idée de l'immersion. Ils aiment bien l'idée que une équipe pluridisciplinaire s'immerge sur un projet, c'est-à-dire plutôt que d'aller écouter des gens, enfin ce qu'ils vont faire aussi, ils vont prendre leur voiture à plusieurs heures de la journée et voir ce que ça va donner. Ou alors ils vont essayer de prendre les bus, ou ils vont essayer tous les modes de transport possibles, et même ceux qu'on peut pas imaginer, pour comprendre. Ils vont essayer d'entendre les gens qui vivent ça dans les transports collectifs, enfin là où ils peuvent les entendre. Ils vont essayer aussi de trouver des moyens d'entendre ceux qu'on peut pas entendre dans l'absolu. Alors là, je vous ai mis en haut deux exemples.
on parlait tout à l'heure de la Commission nationale du débat public. La machine qui est à droite, qui s'appelle le Cube, a été développée dans les débats mobiles de l'éolien en pleine mer face à Saint-Nazaire. Ils sont allés sur des marchés, ils sont allés un peu n'importe où, avec un dispositif qui permettait de recueillir la parole. On n'est pas dans la création là, on n'est pas dans l'idée, dans des choses très compliquées, mais on peut recueillir la parole des gens dans des lieux où on les voit pas traditionnellement. À côté, c'était la même idée, d'ailleurs c'est la même équipe, et ça c'était à Saint-Nazaire pour Destination 2030. Les courses des idées, ils avaient appelé ça le Jacadi, puisque c'est un caddie qui permettait aux gens de s'exprimer sur le futur, et c'est dans les rangées d'Auchan Saint-Nazaire que les interviews se faisaient. Donc c'est très différent par rapport à ce qu'on peut faire traditionnellement. C'est vraiment aller chercher, c'est de la prospective d'action qu'ils avaient mis en place, mais on peut imaginer faire de la participation à action comme ça. Alors j'ai mis une photo du pont de la Duchesse à Namba. Bon, c'est juste à côté de mon bureau, c'est pour ça que c'était pas très compliqué pour moi. Mais je me disais, tous ces gens qui sont dans la file d'attente, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de leur parler. C'est une photomontage, il n'y a pas de voiture dessus. Alors c'était à 1 heure où s'il y avait des voitures dans un sens seulement. Effectivement, je me suis fait la réflexion voilà. Mais souvent, c'est plutôt embouteillé, effectivement, à cet endroit-là. Donc, peut-être imaginer des moyens de capter l'information. Est-ce que c'est avec une appli où on verrait un bandeau s'allumer, où il pourrait répondre à des questions? Est-ce que c'est... moi, j'avais l'idée, vous savez, comme dans les péages autoroutiers où on jette des pièces d'1 euro, un truc où on pourrait recueillir des avis dans ces paniers. Je me disais même bon, c'est des bêtes, hein, mais une balle, on donnerait des balles pour répondre, et comme ça, sur le pont de Nantes, une balle vous serait donnée, vous voyez. Non, mais c'est des trucs ouais. Mais trouver des choses qui font en sorte que les gens s'intéressent. Voilà, c'est ça. En bas aussi, toujours dans cette idée d'observation, deux techniques du design qui peuvent aussi être intéressantes et qui sont très puissantes. J'ai mis un camion du centre communal d'action sociale parce que il y a des gens dont c'est le métier de rouler et qui doivent traverser, voilà, aller à Beaulieu, revenir, etc., etc. On appelle ça, nous, des utilisateurs extrêmes, ceux qui font plus que les autres. Et alors ça peut être dans l'autre sens, ça peut être quelqu'un qui a arrêté la voiture et qui s'est mis au vélo. Par exemple, moi je travaille sur l'île de Nantes, j'ai arrêté la voiture. Je vais bosser en vélo, c'est plus facile. Mais il y a plein de solutions à trouver, et aller voir les utilisateurs extrêmes, ça permet d'inventer des nouvelles solutions. Ça permet d'explorer. Les designers qui défendent cette idée-là disent: pour trouver des idées, on va voir les utilisateurs extrêmes, et pour confirmer, on va voir les utilisateurs du milieu. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Aller prendre les trucs du personnel du CCAS, des taxis s'ils veulent s'y prêter, pour savoir comment ils font et s'ils veulent bien échanger sur ça. C'est des sources d'informations auxquelles on ne pense pas forcément dans l'absolu et qui peuvent apporter des choses. Et alors à côté, c'est une colonie de fourmis. Vous savez, c'est l'algorithme des colonies de fourmis qui a permis de réfléchir aux voyageurs de commerce. Ça permet en observant les fourmis, on a découvert comment on pouvait gagner du temps dans des transports pour les voyageurs de commerce, pour les entreprises de livraison, etc. J'ai mis ça, c'est pas pour comparer les Nantais à des fourmis qui essaient de traverser la Loire, mais parce qu'il y a aussi cette idée des expériences analogues. On peut aussi aller chercher des choses différentes de certains points de vue, mais semblables d'un certain point de vue. Alors je ne sais pas si ça existe en l'espèce, mais pour vous prendre un exemple, alors c'est un exemple américain, je suis désolé, mais les urgences de San Diego, de l'hôpital de San Diego, elles ont été repensées, notamment dans les cas des gens qui arrivent dans des états qui sont pas stabilisés. Hein. Elles ont été repensées après une observation analogue qui a été faite dans un stand de Formule 1.
Vous savez, l'arrêt au stand, ils arrivent, ils ont 10 secondes pour voilà. Et donc ils ont regardé l'ergonomie l'ergonomie dans le stand, etc. pour faire en sorte que existe un endroit où quand le malade pas stabilisé débarquait, on avait tout à portée de main, etc., etc. Et on perdait pas du temps parce que chaque seconde était importante. Donc, vous voyez, le principe des expériences analogues dans l'observation, il permet d'apporter des choses différentes et des choses qui sont pas du domaine du débat public traditionnel. Alors ça, c'est une des grandes caractéristiques des designers, c'est d'être capable de formaliser, trouver des formes, utiliser la data visualisation, trouver les moyens de rendre tangibles des informations qui, par leur gigantisme ou par leur volume, ne sont pas appréhendables par les gens. Comprendre par exemple la règle des 3%. Il paraît que, enfin moi on m'a toujours dit que c'était à 3% près, il n'y aurait pas de bouchon. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est des éléments qu'il faut peut-être apporter 3% de circulation près. Enfin je sais pas. Hein. C'est quelque chose qui me revient. Il y a la pratique de l'ouverture-fermeture, cette capacité qu'ils vont avoir d'embrasser le complexe, toutes les informations qu'on aura pu glaner dans les étapes précédentes, et d'essayer d'en sortir des hypothèses, d'essayer d'en sortir des choses qui sont plus faciles à soumettre au débat, peut-être un gros bloc ou des façons de présenter les choses. Il y a aussi, ça c'est une technique très importante à droite, la technique des personas, c'est-à-dire que on ne parle pas de l'utilisateur dans une logique très conceptuelle, mais on se dit, alors les utilisateurs, c'est les pendulaires, c'est les gens qui passent une fois par an, c'est les gens qui prennent les transports collectifs, et à chaque fois, après on va construire un projet, eh ben, on n'est pas dans oui, mais l'utilisateur, on fait. Alors pour tel type d'utilisateur, oui, ça répond. Pour tel type d'utilisateur, par contre, etc. On rend concret, on tangibilise les gens. On n'est pas dans quelque chose d'éthéré. C'est quelque chose qui essaye de faire le design. Et autrement, il a aussi cette capacité à rendre une réalité proche. Alors, l'image de gauche, c'est quelque chose sur les régions ingénieuses qu'on a fait en 2011 avec la 27e région. C'était avec des Playmobil. C'était juste pour dire que on était bien avant Nantes Green Capital et ses Lego. Donc voilà, on s'est fait salement copier, mais avec des Lego plutôt qu'avec des Playmobil. Non, franchement, c'est l'intérêt de ce genre de choses-là, c'est que d'abord ça rend concret, et puis ensuite on n'a pas peur. Enfin, je veux dire, on peut pas être dans une logique de retrait par rapport, c'est déjà avec des Playmobil ou des Lego, quoi. Et donc c'est plus appropriable par les gens. C'est des choses très importantes à prendre en considération. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est une carte sensible. C'est quelque chose que savent faire assez bien ce type de professionnel. Alors ça a été fait pour Nantes. C'est pour le conseil des Nantais de l'étranger, le conseil consultatif des Nantais de l'étranger. C'est les démarches que doivent réaliser un étranger la première année où il débarque en France, et à Nantes en l'espèce. Vous voyez ? C'est très intéressant parce que, bon, d'abord, c'est cartographié, mais ensuite, y compris dans la façon dont c'est fait, on se rend compte qu'au début, c'est super compliqué, qu'il y a plein de points de rupture, et puis que au fur et à mesure du temps, hop, on passe un peu de l'ombre à la lumière, et que c'est moins compliqué. Et donc, ça donne aussi de l'espoir. En même temps, on voit la vérité, et en même temps, on donne à comprendre un certain nombre de choses. C'est des techniques qui sont très utiles et qui permettent d'éclairer le débat public de façon, à mon avis, assez intéressante. Voilà. Alors après, là, je vais rentrer un peu dans le dur. Moi, je connais pas de débat public qui passe pas par des réunions publiques et puis par des sites internet. Hein, on est tous obligés de passer par là. Donc, il faut, comment dire, peut-être essayer de revisiter les invariants pour faire en sorte que ça soit pas ce que c'est à chaque fois, c'est-à-dire des choses un petit peu. Enfin, vous avez tous vécu comme moi des moments un peu convenus dans ce type de réunion où les gens viennent porter leurs paroles, les mandants, ce qui est parfaitement normal. Hein, attention. Hein. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de logique à cela, mais où on aimerait bien aussi que d'autres points de vue s'expriment ou que leur point de vue de citoyen s'exprime par certains côtés. Et donc on peut essayer de trouver des solutions. Bon, par exemple, avec des méthodos workshop, comme là c'est la mission Val-de-Loire qui avait monté quelque chose avec son public et qui avait réussi à obtenir des choses
d'une réunion qui devait être très convenue parce qu'ils avaient travaillé avec des designers qui les faisaient sortir de la créativité, qui leur faisaient faire des séances de créativité. Au milieu, c'est le site de Nantes Ma Ville Demain qui avait une belle, vraiment une belle stratégie web. Ils ont vraiment dans les premiers à faire du Facebook, etc. Et ça permettait d'aller attirer quand même un autre public et c'était pas inintéressant. Ça permettait d'engranger d'autres choses et de faire de la co-création. Et à côté, alors je prêche un peu pour ma paroisse, je finirai là-dessus. Hein, mais c'est dans les réunions publiques de Pays de l'Art 2040, on avait mis en place un dispositif de roue qui permettait à tout le monde de parler par groupe de 8 et comme ça, plein de sujets ont été abordés qui ne l'étaient pas traditionnellement, qui ne l'auraient pas été si on avait laissé la parole à la salle où les 4 ou 5 personnes qui auraient monopolisé le micro auraient bloqué la soirée. Là, on s'est retrouvé où tout le monde a été acteur et où en plus on a obtenu des informations qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc non seulement il y a l'effet workshop, mais il y a aussi la préparation du workshop avec un outil dont je vous parlerai tout à l'heure parce que vous verrez que s'il n'est pas né, il est pas né comme ça. Il a fallu pas mal travailler. Donc on peut retravailler les invariants de la démocratie participative. Nous, on l'a fait en travaillant avec les gens de mission publique sur ça. Il y avait les gens de mission publique, donc qui interviennent souvent dans cette ville, et avec des designers. Et cette rencontre a été très intéressante. Nous a permis d'inventer des modalités de réunion publique adaptées à ce qu'on voulait. C'est-à-dire que les gens sortent de leur quotidien pour se projeter dans l'avenir, et deux, qu'on soit pas bloqué sur les 4 ou 5 sujets dont on aurait entendu parler un peu partout parce que il y avait des réseaux qui étaient plus forts. Mais on peut aussi sortir de ça. Je parlais tout à l'heure de Ma Ville Demain. Il y a eu plein de réunions dans les écoles, des choses comme ça qui sont très intéressantes, qui permettent de voir d'autres publics. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux sur lesquels on peut se décentraliser pour inventer des choses? Je sais pas ce qu'il y a je sais pas ce qui est possible dans le cas d'espèces, mais de fait, on peut sortir de l'invariant et trouver avec. Il y avait des réunions de chez soi aussi. Il y avait un kit de réunion d'appartement, des choses qui permettent d'avoir d'autres sons de cloche peut-être. Voilà. Et autrement, si on veut aller chercher d'autres choses, on peut aussi passer par une étape qui est une autre étape du design, qui est le prototype. Donc je vous disais tout à l'heure, le prototype, ça permet aux gens de s'exprimer non pas sur un concept, mais sur quelque chose de tangible. Ça peut être pas le projet, c'est-à-dire que c'est pas forcément un prototype du pont qu'on va faire ou du tunnel qu'on va. Non, ça peut être un prototype je sais pas moi, du point de passage. Je parlais de péage, s'il y avait ça, comment ça pourrait marcher pour que ça soit le plus simple pour quelqu'un, avec des micro péages pour les gens du 44, je sais pas moi ce que ça peut être. Mais on va essayer de prototyper un aspect et de voir comment ça marche. Ça permet des choses très importantes, ça permet de lever des hypothèses de façon très importante. Alors, au milieu, je vous ai mis une photo, c'est Polo, c'est le pôle des arts urbains à Tours. La municipalité passait beaucoup d'argent sur la question des inondations. C'est un vrai problème dans le centre-ville de Tours. Et là, avec des gens qui sont des artistes et qui sont vraiment des agitateurs urbains, ils ont marqué au sol là où montrait la Loire en cas de crue, à l'équivalent de la crue historique qui est la dernière crue historique, ce qui a permis de développer donc vous voyez, il y a plein de badauds, de gens qui se sont arrêtés, qui ont pris conscience comme ça, et ils en ont profité pour aller chercher les gens dans les immeubles autour, et ils en ont profité pour interroger les badauds, obtenir des informations d'eux, travailler différemment, de façon à avoir d'autres paroles que les gens qui venaient pas d'ailleurs dans leurs réunions, voilà. Récemment, j'ai rencontré dans le même type de choses un projet américain à San Francisco. Ils pensent là aussi être pas très loin du Big One, du futur gros tremblement de terre. Ça fait à peu près 100 ans qu'il n'a pas eu lieu et jusqu'à présent c'est plutôt ça la fréquence. Et ils ont commencé à travailler à des formes qui permettent la mobilisation des gens, y compris avec un business model parce qu'ils sont vraiment trop forts. Mais en trouvant des formes différentes et en allant au contact des gens avec des prototypes, des choses qui rendent sensibles les choses. Les deux autres prototypes, c'est
Quand on a travaillé sur meformer.org à la région, on s'est rendu compte que c'était super, qu'il y avait plein d'informations, mais que dès le premier point de vue dessus, les gamins décrochaient. Et on a refait la même page que la première page, la première fois où on va sur le site Facebook, avec une vidéo d'information qui présente ce qu'on peut obtenir du site. Et on l'a testé sur des gosses dans le quartier du Braille-Malville, des gamins 13-14 ans, et c'était très intéressant de voir leur réaction. Donc on invente une nouvelle forme qui précède d'autres choses et puis qui nous permet nous de nourrir une réflexion sur la façon dont on va faire derrière. Et puis derrière, alors ça c'est plutôt une blague, c'est dans une gare en Bourgogne, où une gare rurale où ils ont travaillé sur un billet de train où il y avait le train, puis le train intercité, puis le car, puis le covoiturage du coin. Et c'était un prototype qui servait non pas à tester le prototype de billet, il servait non pas à tester les gens, parce que tous les gens trouvaient ça formidable, mais plutôt les autorités organisatrices de transport qui disaient depuis toujours qu'ils devaient s'entendre, et qui, quand ils se sont retrouvés face à un billet qui prenait ça, ils se disent non mais ils voyaient l'impossibilité de la chose, ou en tout cas la nécessité importante de revisiter plein de choses pour arriver à ça. Voilà sur les formes, et puis j'ai bientôt fini. Il me reste un slide. Le test. Le test, c'est quelque chose d'important. Moi, je vais vous parler d'une expérience qu'on a vécue sur Pays de la Loire 2040. En fait, on avait testé, on a fait un premier test grandeur nature. On est allé parler aux gens dans la rue. C'était à Saint-Jean-de-Mont, je m'en souviens très bien, du futur. On s'est rendu compte que les gens étaient bloqués sur la question de prospective. On ne pouvait pas interroger des habitants sur la question de 2040 parce qu'ils ne se projetaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Ils étaient là. Bon, d'abord, ils comptaient si c'était possible qu'ils soient encore là. Bien entendu, c'était la première chose. Dans quel état je serais, et des choses comme ça. Et on n'obtenait rien. Et donc, on s'est dit, oulala, il va falloir travailler. Et donc, on a testé, on a commencé on a observé, on a réfléchi aux freins, on s'est rendu compte que par contre des enfants de 10 ans, tout de suite ils dessinaient des choses, etc. Et que c'était pas lié au fait qu'ils se projetaient ou qu'ils se projetaient pas, parce qu'ils se projetaient aussi, mais parce qu'ils avaient de la créativité, qu'ils étaient capables. Donc on a essayé d'imaginer plein de formes là-dessus. Et avant de se lancer dans 18 réunions publiques à travers les Pays de la Loire, eh ben on a testé. On est allé à la Flèche, parce que c'est une ville qui ressemble bien au Pays de la Loire. Enfin, je vais pas vous raconter ça. Et on a prévenu le maire qu'on allait faire une réunion de test. Et on est allé, alors à gauche, on était sur le marché. Pour essayer d'avoir des gens nouveaux dans les réunions publiques, on allait chercher les gens sur le marché avec un outil qui était qu'on appelait les questions-réactions, qui parlait, qui posait des questions complètement impressionnantes aux gens. On leur disait demain en 2040, les projets régionaux, ils seront financés sur la base d'émissions de télé comme Un incroyable talent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc les gens ils étaient complètement déstabilisés. Et on disait vous voulez en parler, ben venez à notre réunion publique. Et des choses comme ça. On a testé ce type de forme-là. On a des gens qui sont venus parce qu'on est allé les chercher et qui étaient différents des toujours les mêmes qu'on a dans les réunions publiques, si je puis me permettre de reprendre cette expression. On a testé, on parlait d'utilisateurs extrêmes. On est allé dans une maison de retraite, on a parlé des octogénaires de l'avenir, c'était très intéressant, on y a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, après, on a mis en place un dispositif qui s'appelait Héritage 2040 et qui nous a permis d'aller dans les maisons de retraite pour parler avec les personnes âgées. C'était vraiment, on a beaucoup d'informations sont nées de cela. Mais par ailleurs, on a testé un mode qui était le photo-langage qu'on a abandonné, c'est parce que ça marchait pas bien. On l'a essayé pas avec eux, seulement avec eux, mais avec d'autres. Et puis là, vous voyez la réunion publique qui, avec l'ancêtre de la roue que vous avez vu tout à l'heure, puisqu'on l'a testé en direct sur un public de cobayes qu'on avait prévenu du caractère de cobayes, mais qui, comme ça, nous a permis d'ajuster, de rendre l'expérience meilleure pour les réunions publiques qu'on a fait à côté. Et en plus de ça, et c'est un truc dont je suis très fier, pour arriver à faire switcher les gens, pour qu'ils quittent leur journée et et commencer à rentrer dans le futur, on avait sur la base des travaux de Martin Vanier qui avait fait 3 portraits types, on a envoyé sur scène 6 ou 7 fonctionnaires
territoriaux qui ont joué des scénettes qui parlaient de 2040 devant les gens pour leur permettre justement de faire ce switch entre leur journée de travail et le moment où on parlait dans le futur. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant, alors là, notamment pour les collectivités, c'est que c'est extrêmement impliquant pour les agents qui rentrent dans ce type de dispositif de participer à des expériences de design des politiques publiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait un slide avec toutes les photos pour qu'on puisse éventuellement revenir sur une question ou une autre. J'ai fini. Voilà. Bien, ben, on peut applaudir. On sent qu'il est passionné, qu'il aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais justement c'est le moment de lui demander de les sortir. Donc qui commence et qui veut ouvrir l'échange? Bon, c'est normal. C'est toujours la première question. André Hubert. Une question sur laquelle je m'interroge moi-même. J'entends sur la formulation de la question. Qui du design ou de l'innovation, selon vous, tire l'autre? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, ça. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit, qu'il y a des méthodos, quoi. Donc ça se répond, quoi. Ça doit arriver à rentrer en résonance. L'innovation, c'est avant tout un état d'esprit. J'ai fait partie de la dernière Learning Expedition du Conseil régional, qui était il y a 3 semaines à San Francisco. L'innovation, c'est dans leur ADN, quoi. Des gens qu'on a pu voir, c'est un état d'esprit, une façon de penser, une projection, et indépendamment de toute considération sur les méthodologies, alors que pour le coup, les modes opérateurs du design, ils permettent d'aller de trouver des façons d'aboutir à cette innovation. Je ne sais pas si c'est bon comme réponse. Oui, Jean Renard. Oui, c'est la question sur San Francisco là qui me fait rebondir. Est-ce qu'il y a, d'après l'expérience acquise par toutes les réunions là qui ont été faites sur Pays de la Loire 2040, c'est ça, des territoires qui gagnent au sein des Pays de la Loire et d'autres qui sont beaucoup plus inertes? Et est-ce que le designer peut repérer en quelque sorte? Alors, la roue, elle nous permettait de créer du sensible, enfin que les gens s'expriment, mais en plus il y avait un système, je sais pas si on les voit bien. Je sais pas si on voit là, vous voyez, il y avait des gommettes. Et c'est tout bête, mais ça nous permettait. Alors il y avait des gommettes à l'extérieur pour choisir, et puis il y avait des gommettes à l'intérieur. Voilà, elles sont pas encore mises là a priori, mais il y avait des gommettes à l'intérieur pour dire s'ils avaient confiance ou s'ils n'avaient pas confiance. Donc on pouvait superposer ces différents trous, ce qui nous a permis d'avoir en plus du qualitatif, du quantitatif, y compris quelles sont les questions qui sont à aborder territoire par territoire, en enlevant quelques biais qui pouvaient exister quand il y avait vraiment un problème local, c'est arrivé une fois. Et voir quel était le degré de confiance ou pas de degré de confiance. Alors oui, il y a des territoires qui vont plutôt moins bien. Je vous apprendrai rien, genre vous les donnant, mais si vous voulez, je peux vous les donner. Mais oui, c'est plus dur en Nord-Sarthe, c'est plus dur souvent sur les marches en fait, globalement. Question, oui. Oui, bonsoir. Ce que vous avez présenté sur Pays de la Loire 2040 est intéressant, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment similaire avec le questionnement sur les franchissements, dans le sens où 2040 ou 2030 à Nantes, on cherchait des choses sans but précis, alors que là, on nous demande de travailler sur un choix qui est déjà fermé. Est-ce qu'il y a la possibilité de réinterroger ces choix, ou comment est-ce que vous voyez une consultation sur des choix qui sont d'ores et déjà définis? Après, c'est votre responsabilité. C'est pas parce qu'on vous donne un brief que vous devez absolument le respecter. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, toujours réinterroger le cadre, ça peut pas être mauvais. Après, de fait, c'est sur un truc qui est plutôt où on se projette beaucoup. Enfin, il y a une dimension prospective aussi sur les franchissements de la Loire. Faut un petit peu se poser la question des dynamiques du territoire à un moment ou un autre. Mais effectivement, il faut arriver à trouver le lien entre le concret et la projection.
quand on va lancer des travaux, quels qu'ils soient, il y en a pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Donc cette dimension-là, elle existe quand même. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments qu'il faudra certainement arriver à faire rentrer en ligne de compte, où les gens vont vouloir qu'on leur règle leurs problèmes de traverser de la Loire demain matin, alors que non, ce sera dans 10 ans, au mieux. Après, moi, c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous apporte pas des solutions toutes faites. Je vous apporte des choses qui peuvent évoquer des choses. On peut travailler. Enfin, la 27e région, par exemple, ils ont travaillé sur une nouvelle médiathèque, la médiathèque du futur. Ils ont, enfin donc un projet de médiathèque. Ils ont travaillé sur un centre de santé. Ils ont travaillé sur les plans d'un lycée. Enfin, on peut imaginer être sur des choses extrêmement concrètes aussi. Après, c'est le chemin qui va être emprunté, qui sera pas le même. Ça, par contre, je suis pas capable de vous le délimiter. C'est pas mon métier. Pour rebondir quand même sur l'échange là, je rappelle que nous, on se prononce pas sur les formes des ouvrages envisagés. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un cadre, mais c'est plutôt sur les méthodes du débat public. De ce point de vue-là, il y a quelques idées quand même qui ont été présentées par notre intervenant, qu'on pourra sans doute reprendre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Oui. Une question de base. C'est quoi la 27e région ? Au départ, il y en avait que 26. Maintenant, il y a, je sais plus quel territoire est devenu. Je crois que c'est Mayotte qui a le statut de département. Mayotte est passé de département à région ou l'inverse ? Comme ça, ouais. Donc c'est plus valable, mais c'est un espèce de laboratoire d'expérimentation que les régions se sont données pour travailler au départ sur la question numérique. Qu'est-ce que le numérique peut changer dans la France de demain et comment les régions peuvent s'en emparer. Et puis très vite, ils sont allés sur des dimensions d'innovation publique qui faisaient appel à des choses comme ça. C'est une toute petite structure. Hein, c'est une association ouais, voilà, c'est associative, qui est financée par l'Association des régions de France. Alors pas seulement, il y a des fonds européens, l'État, puisque l'État s'intéresse à tout ça, s'y est mis. Non, pas du tout, non. Non, pardon, c'est une association. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? Oui. Attends, il y en a. Attends. Finalement, la 27e région, c'est un design spécifique. C'est un design de région. C'est une région théorique dessinée pour provoquer les réflexions et les innovations. C'est une association designée. Ouais, c'est ça. Au départ, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis alors, je voulais revenir là aussi sur une remarque que Philippe Audic vient de faire. Et effectivement, dans le mode opératoire que vous proposez, il y a beaucoup à retirer. On est bien d'accord. Les diverses phases, si j'ai bien compris, la veille, c'est-à-dire finalement être toujours à l'aguet, à l'affût des problèmes, des questions, etc. Ouais, moi j'ai noté que le pont à compréhension, 2 niveaux, oui. Personne n'a évoqué ça jusqu'à maintenant. Oui, hein. tout à fait. Hein, si, mais on a déjà évoqué finalement les ponts routiers ou autoroutiers, la circulation à plusieurs niveaux, etc. Enfin, tout ça est important. Donc veille, compréhension, observation, synthèse, créativité, prototypage. On est en plein dans notre démarche. Absolument. Nous devons être les designers du débat public. C'est ça l'objet de notre commande. Oui, alors justement, une petite question sur la temporalité, puisque là on a une méthode, il y a un fil conducteur, mais à quel moment justement doit démarrer oui, une petite question sur les délais, sur la mise en œuvre, sur l'organisation, sur les ressources, puisque on est sur un programme de temps long, à quel moment on peut rentrer dans la méthode. Je peux pas vous donner de timing très précis. Après, ça dépend des équipes qu'on met en œuvre, qu'on met en place, etc., etc. Sur des projets,
Bon, par exemple, la visite du lycée de Revin, c'était en Champagne-Ardenne, tout en haut, hein, c'est vraiment à la limite. C'est un territoire. Ils ont tout repensé le lycée avec les gens en 3 semaines. Alors pas l'une à côté de l'autre, il y a eu du temps entre les deux pour retravailler, voilà, mais en 3 semaines d'immersion et ils ont réussi à revoir le dispositif. Ce qui était intéressant en plus dans ce truc-là, nous on s'en sert beaucoup de cet exemple-là parce que l'architecte qui était programmiste en même temps, il avait un projet et on lui a demandé si on pouvait challenger son projet, il a crâné, il a dit oui, et on a obtenu en discutant avec les lycéens, avec les agents, avec les enseignants, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 salles qui étaient redondantes, quoi. Et donc on a fait gagner 900 000 euros sur le coût complet. Donc c'était un truc dont on se sert beaucoup pour aller voir les directeurs généraux des services en leur expliquant qu'en plus on va faire du cost killing, c'est super. Et ils adorent ça. En général, tous, hein, enfin tous ceux que j'ai croisés, ils adoraient ça. Mais de fait, sur un projet qui est quand même important, repenser complètement un lycée, ils ont fait ça en 3 semaines. Là, il s'agit de repenser une méthode de débat public. On n'est pas sur repenser le pont ou le tunnel ou le pont transborder. Pardon, mille excuses, je veux pas de problème. Nous, sur Pays de la Loire 2040, on a quand même mis 3 mois à travailler, mais en même temps, c'était long et puis il fallait trouver les gens pour. On n'avait pas la proximité, quoi. Dès qu'on commence un truc dans la région, c'est 22 000 km², ça demande trouver des équilibres, etc. Mais on peut faire ça en pas longtemps. Dans des workshops d'une semaine, des fois, on arrive à abattre un travail incroyable. Parce qu'on a réussi à se réunir, à être tous ensemble et à se mettre tous au service d'une même cause. On peut avancer très vite parfois, puis des fois ça peut patiner plus. Voilà des ordres d'idées, quoi. Marc. Oui, bonjour, Marc Fourier. Nous avons été certains à participer au débat Région 2040 et on a été très intéressés par les gommettes. Mais quel est l'outil qui vous permet de juger que les gommettes ne sont pas polluées par le débat politique? Parce que nous étions à une soirée et effectivement il y avait beaucoup d'élus, enfin pas d'élus, mais de gens qui étaient contre le projet et qui d'ailleurs ont laissé des tracts et tout à la fin de la discussion. Comment vous pouvez dire que effectivement cet outil est fiable? C'était, pardon, parce qu'on a eu 2 grands types de gens. C'était les Bretons ou c'était les anti-aéroports? Normalement, on n'a pas eu trop d'anti-aéroports. Il y avait les deux, je pense. Oui, il y avait les deux. Ouais, mais nous, on était très gâtés. Hein. C'était la première. Je crois que c'était une des premières réunions qui s'est faite C'était où? À côté de la région, à côté de l'hôtel de la région. Ah, Alors, oui, on a eu un problème là, un peu, et à Saint-Nicolas-de-Redon, ils nous ont carrément pas laissé faire la soirée. Mais autrement, pour le reste, ce type de problématique, on l'a pas eu trop. Même, on s'est retrouvé la première fois. Après, ils se sont un peu organisés, mais les gens anti-aéroports qui sont venus ont fait que le sujet des transports, des transports aériens, a été abordé dans un des 4 ateliers. Et puis sur les 3 autres, c'était 3 autres, quoi. Et le fait est que c'est aussi une question régionale et que nous ça nous intéresse qu'on l'aborde. Donc il y a un biais effectivement, mais on par rapport à une réunion où ils auraient monopolisé la parole et où il y aurait eu 5 prises de parole, déjà le biais est vachement plus réduit, enfin est beaucoup plus réduit, quoi. De fait, ça a cet intérêt-là. Ça permet de remettre chaque parole à sa place, mais que quelqu'un arrive dans une réunion publique avec un mandat et qu'il veuille le porter, c'est parfaitement logique, quoi. Oui. Il y a un biais, forcément. Manuel. Bonsoir. Vous avez dit à un moment faire émerger des hypothèses. Un petit peu plus tard, vous avez dit réduire des hypothèses. Quelle différence vous faites entre hypothèse et solution?
C'est du jargon, je suis désolé. Hein. En fait, le prototypage, ça sert à ça. C'est-à-dire que en faisant du prototypage rapide, on teste des choses qui peuvent sembler, qui semblent pas d'un premier abord couler de source. Et on va essayer de trouver un moyen de tester une hypothèse grâce à une forme qui va nous permettre, qu'on va soumettre à des gens. Et on va voir si c'est oui, si c'est non, si ça marche, etc. Et on va réduire le risque. Comme ça, c'est une façon, alors qui est pour le coup une méthode très du monde du design produit, qui est de faire du prototype tout moche et pas cher. On dit quick and dirty, hein, rapide et plutôt sale, et pour voir si ça ressemble à quelque chose. Bon, y a plein d'histoires autour de ça, mais par exemple pour une fois il parlait avec des chirurgiens d'un pistolet à peau. Vous savez que maintenant on peut recréer de la peau avec. Et ils discutaient de ça, et au bout d'un moment, les designers, ils ont pris un rouleau de scotch, un feutre, une agrafeuse, ils les ont roulés ensemble, ils se dit est-ce que ça doit ressembler à ça, ou est-ce que ça... Et très vite, ils ont les professionnels de santé qui discutaient dans l'air, ils sont mis à parler de la forme, quoi. Donc c'est ça, on essaie de réduire des hypothèses avec des prototypes. C'est un peu du jargon, mais c'est l'idée de dire c'est des choses qui sont un peu folles, on les teste, on regarde ce que ça donne, on essaie d'avoir une grille d'analyse qui permet de savoir si c'est intéressant, si on doit poser de côté, ou au contraire si c'est une piste qu'on peut creuser, etc., etc. Ça sert à ça. Nous, par exemple, pour elle est où? Bah c'est la seule. Si. Ça, c'était une hypothèse de débat public d'essayer de faire un atelier avec du photolangage. Le photolangage, ça permet, tout le monde peut se débrouiller avec des photos, et puis on avait prévu un truc où les gens ils pouvaient marquer des mots, etc. Et on a essayé, on a testé ça parce que c'était intéressant, c'était facile d'accès. On s'est rendu compte que le résultat était pauvre et qu'on n'en tirait pas grand-chose. Et que même si on essayait d'agréger des photolangages, et ben ça donnait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on est plus allé vers ça, quoi. Oui. Alain Grand-Guillot. Moi, j'ai vécu en Allemagne, au Danemark, ce qu'ils appellent des public designers. Bon. Puis il se trouve que j'ai une expérience là depuis 1 an, parce que j'ai mon fils qui est en Nouvelle-Zélande et il est sur un programme où il est dans la période design, sur un plan de mobilité. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que j'ai 2 observations et questions en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à coller des modes, je dirais, scandinaves? Parce que ce qui me semble qu'à chaque fois, c'est que quand ils rentrent dans la phase designer, ils ont déjà fait un choix, je dirais, d'horizon politique. C'est-à-dire, ils ont décidé d'augmenter la mobilité douce. Ils ont décidé de faire un écoquartier avec des énergies renouvelables. Ils ont décidé d'introduire des jardins collectifs. Et donc, moi, ce que j'ai vécu pour avoir suivi 2 expériences écoquartiers, j'ai l'impression que ce qu'on appelle le design chez eux, il y a déjà un choix. Et donc, il s'agit d'aller voir toutes les populations, même celles qui ne sont pas revenues. En Nouvelle-Zélande, ils s'aperçoivent que les Maoris sont un peu à l'extérieur. Ils les intègrent, ils vont les chercher pour, comme vous dites, parler des utilisateurs extrêmes. Alors, je me demande s'il n'y a pas un danger de faire un copier-coller, alors qu'il doit y avoir, je dirais, en amont, qu'on a du mal à nous avoir, un débat plus démocratique. Ma réponse, elle est sur la seule image qui n'était pas sur la grande mosaïque, et je suis super content de moi, bravo. Ma réponse, c'est que, ben oui, il y a eux là, mais il y a aussi eux, on le fait ailleurs, quoi. Et on n'est pas forcément dans. Et puis je vous assure qu'aux Italiens de Sicile, enfin, si on arrive en disant on va faire des éco-quartiers, enfin c'est moins facile. De fait, je pense que les méthodos effectivement que vont utiliser les pays scandinaves sont très tendent
à un monde très très précis. Voilà. Alors, mais on peut utiliser, par exemple, tout au long, je vous ai beaucoup parlé de méthodes qui sont utilisées par IDEO, sans les citer. IDEO, c'est la plus grande boîte de design du monde. C'est des Californiens. Eux, ils font du business et ils cherchent juste des solutions, quoi. Changer le monde, ils ont une filiale pour ça et ils sous-traitent à des petites boîtes quand on vient les chercher sur des sujets, sur les ONG, etc. Et on peut utiliser. Moi, c'est pour ça que je vous parlais d'utilisateurs externes, je vous parlais de choses comme ça, c'est parce qu'il faut effectivement aller voir tous les utilisateurs. Ce qui est important, c'est il faut pas nier. Il faut pas nier des réalités. Il y a des gens qui veulent traverser la Loire. Alors après, on peut imaginer plein de choses, mais de fait, on peut utiliser ces méthodos sans diriger dès le départ dans un sens ou dans un autre. Hein. Je pense pas que ce soit complexe. Là, en l'occurrence, pour le débat public, encore une fois, il ne faut pas confondre les étapes, mais pour le débat public, il y aura bien une proposition de formulée par la collectivité. Elle va dire, voilà les ouvrages qu'on propose de faire, et le débat public doit permettre de faire évoluer cette solution ou ces solutions proposées, ou de les adapter. Oui, juste une question. Vous avez, ce que vous avez présenté, vous avez dit vous-même, c'est un état d'esprit. Enfin, c'est plus qu'une méthode. Donc moi que je trouve plutôt intéressante. Si on rapporte ça aux collectivités et à ce que sont aujourd'hui leurs équipes administratives ou techniques, par exemple, il me semble qu'il y a un léger décalage. Il va être critique là, je crois. Alors, comment dire ? Alors d'abord, non, moi je dis pas de mal, mais bon, d'abord, premier élément, ça s'est fait à Nantes. Je vous ai parlé de ma ville demain. D'une part, donc il y a quand même des exemples. Aujourd'hui, il y a des designers intégrés au Conseil général de Loire-Atlantique, il y a des designers intégrés au Conseil régional. Ça, c'est quelque chose qui grimpe. Moi, ça fait partie de mon métier de faire en sorte que, au contraire, cette communauté s'agrandisse. C'est très déstabilisant, et pas spécialement pour le top management souvent. Mais plus pour le management intermédiaire. Les agents qui se retrouvent embarqués dans ces choses-là adorent ça. C'est vraiment, on retrouve du sens, quoi. Enfin, c'est peut-être plus vrai encore pour au conseil régional où on est très très éloigné. Enfin, je veux dire, un certain nombre d'entre vous déjà, enfin j'imagine une bonne partie est déjà venu au palais de région. Bon bah voilà quoi, on est au bout de l'île, on n'est pas trop dans la vie quoi. J'y suis plus, donc c'est pour ça que je peux faire ça. Mais de fait, on est super content d'être sur le terrain. Moi, je me souviens des joies professionnelles que ça a pu procurer aux gens qu'on a emmenés à la Flèche. On dormait dans un centre d'hébergement pour jeunes sportifs. Il fallait appuyer sur la douche tout le temps parce qu'on s'arrêtait. Enfin, on avait le droit à un lit superposé, enfin n'importe quoi. Mais en tout cas, on a adoré ça. On a adoré ça parce que c'était un vrai moment on retrouve du sens, quoi. Et voilà. Souvent, le top management, il est à la recherche d'innovation. Il est de trouver des trucs pour que ça bouge, qu'il se passe des choses. Par contre, souvent, dans le middle management, ça pose des questions parce que on n'est pas, on est dans l'itération, hein, on est dans l'essai-erreur. Comment ça, erreur? C'est pas possible. L'erreur, ça n'existe pas normalement. Donc, c'est un moment très difficile. Il y a un choc culturel. Effectivement, il y a aussi le fait qu'on peut pas être dans le command and control, quoi. Dans son rôle de responsable, on peut pas être seulement dans fais ça. Non, il faut participer. Autrement, on comprend rien à ce qui se passe. Et donc c'est très déstabilisant. Mais pour les gens qui participent, c'est souvent un truc formidable. La bataille, elle est souvent amenée à faire le sandwich, quoi, à essayer de faire se rejoindre le top management quand si on l'a pas avec nous, ça sert à rien, et faire se rejoindre la base avec le tout en haut. C'est en train de bien se passer dans les deux collectivités qu'on a donc embauché les designers dont je vous parlais. Oui, Christian. Oui, je voulais intervenir un peu dans le même registre que les deux questions précédentes. Moi, je pense que le fait de partir au débat sur la base de projets déjà présentés par les élus, je pense que ça risque de freiner justement ce qu'on essaye de faire.
La question, c'est un peu ça, hein. Comment vaincre la pesanteur des services, les habitudes des élus dans le débat public. Et c'est vrai que vous avez prononcé plusieurs fois et sur les slides le mot d'empathie. Pour l'instant, l'expérience qu'on a des échanges dans les débats publics, c'est vrai que ça tourne plutôt souvent au pugilat et au conflit. Et il faut absolument trouver le moyen. Et vous nous avez entrouvert des portes, là, justement, pour essayer d'éviter ce genre de débat. C'est vrai que, bon, il faut sortir du conventionnel, et essayer de faire entendre ce qui est inaudible habituellement. Je pense que c'est là-dessus qu'on va centrer un petit peu notre action dans le cadre de l'innovation des moyens. Et vous nous avez déjà indiqué là, pas mal de choses intéressantes. Voilà, je pense que ça rejoint un petit peu la notion qu'on avait avancée de trouver une image de marque au débat public. Ça, le débat public qu'on souhaite vouloir instituer. Et cette image de marque, on peut la trouver dans tout ce que j'ai vu là. Alors, juste sur cette question-là, il y a un mois là, il y avait une conférence sur l'innovation au Conseil régional devant, ils appellent ça les cadrans, c'est-à-dire que c'est les catégories A qui par ailleurs sont des managers y compris de proximité. Moi j'ai commencé en leur disant la participation où c'est la collectivité qui daigne aller expliquer au bon peuple ce qu'il faut qu'il pense, c'est contre-productif, ça sert à rien. Mais je suis allé beaucoup plus loin que ça. Je leur ai dit, aujourd'hui, l'innovation, elle part des utilisateurs. Et aujourd'hui, si vous faites une politique publique en définissant en chambre, en laboratoire, les tenants et les aboutissants, et qu'après vous allez expliquer aux gens, et éventuellement que vous voulez bien discuter un peu des modalités, ben vous allez vous planter, c'est obligatoire. Aujourd'hui, l'innovation, il faut aller chercher chez les gens. Il faut comprendre ce dont ont besoin les gens, et pour pouvoir répondre effectivement. C'est votre politique publique, pour qu'elle soit bonne, il y a 3 solutions. Soit vous êtes super doué, soit vous avez beaucoup de chance, soit vous êtes vraiment allé observer quels sont les besoins des gens. Et je pense que la question de l'observation, elle est très forte. J'ai fini, je conclue, en fait, j'ai animé la table ronde, il y avait des gens qui parlaient, qui présentaient des exemples, mais à la fin j'ai fini à mes anciens collègues en leur disant un de ces matins aller sur un quai de gare, aller dans une cantine, passer un peu de temps dans un centre de formation, asseyez-vous, prenez tout ce que vous savez, mettez-le de côté, ça sert à rien là, juste regardez les gens. Et regardez comment ils interagissent avec vos services. Regardez comment ils peuvent utiliser tout ce que vous pouvez mettre à leur disposition. Et s'ils l'utilisent au mieux, et s'ils l'utilisent pas bien, ça veut dire certainement qu'il y a des choses qui sont ratées. Donc, repensez dans ce sens-là, repensez de l'utilisateur, parce que c'est ça votre rôle au départ. Et donc, il y a des dispositifs, c'est un truc que j'ai à l'esprit depuis très longtemps, mais par exemple, à Saint-Étienne, nos confrères de la Cité du Design ont monté un dispositif d'observation où ils emmènent des grands chefs d'entreprise, des grands responsables publics, accompagné d'un designer, voir la réalité des choses. Et donc de la visite habituelle, moi vous savez j'ai travaillé en cabinet, donc je sais ce que c'est qu'organiser des trucs où le président va avec 20 personnes en cravate autour, dans une usine on lui met un casque, dans une cuisine on lui met, ou dans l'agroalimentaire on lui met un machin, ça, c'est super, on appuie sur des boutons, ça sert à rien. Par contre, prendre quelqu'un, l'amener sur le terrain et avec quelqu'un qui va lui dire ah, tu vois, il y a ça, regarde ça, assieds-toi, prends ton temps et pas être reconnu, lui mettre, on a le débat sur est-ce qu'il faut mettre des postiches ou pas, mais l'idée elle est là, et ben ça apprend énormément aux gens et ça remet en question plein de choses. Apprendre l'empathie aux gens, c'est leur rendre un service magnifique et ça fait partie des déterminants qui peuvent arriver à faire basculer du côté mais oui on peut pas arriver avec des projets, il faut qu'on écoute les gens véritablement. Mais ça veut pas dire que les projets sont pas intéressants, parce que peut-être qu'on arrivera finalement sur des trucs comme ça à la finale, mais prenons le temps d'écouter les utilisateurs. Une question, dans votre exemple, quand vous parlez d'un designer, c'est qui en parcours ou en compétences qui va observer le déroulement là, avec les chefs d'entreprise que vous venez de citer? Parce que pour revenir à ma question aussi, c'est
En Allemagne ou en Scandinavie, c'est par exemple, c'est l'Institut social d'écologie qui fait des formations complètement transversales. Un sociologue devient a des compétences en architecture, voire en design, d'ailleurs enfin, un design comme nous on l'entend sur la forme. Donc c'est des pluridisciplinaires. J'ai pas l'impression qu'en France, on a les personnes compétentes pour pouvoir faire ce travail de designer qui sont, à vrai dire, transdisciplinaires. Alors, à Paris 1, il y a un prof de philo qui est designer qui accueille des doctorants sur la question des sciences humaines et du design. À Nantes, l'école de design, ils ont plein de doubles diplômes avec alors les arts et métiers, avec plein de gens différents et plein de structures différentes. À Audencia, ils accueillent, ou à l'IAE d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un endroit où c'est beaucoup plus cher. Mais je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais enfin, l'enseignant est vraiment exceptionnel par ailleurs le type d'Audencia, mais ils peuvent prendre des gens qui ont fait du marketing, qui sont ingénieurs, et ils les amènent en spécialisation sur du design. Il y a plein de dispositifs qui existent comme ça aujourd'hui. Le choix de la transdisciplinarité est quelque chose sur lequel ils vont beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'il faut souvent trouver quelqu'un pour ça qui a travaillé sur l'ethnologie, voire même l'éthologie, être capable de bien comprendre, de bien comprendre comment les systèmes marchent, etc., etc. Voilà, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Mon ami François Gégou, qui a un cabinet à Bruxelles, mais qui se balade sur toute l'Europe, il a vraiment développé des procédés pour permettre aux gens de prendre tout ce qu'il y avait à prendre dans une observation, quoi. C'est des gens qui travaillent sur ces questions-là, quoi. C'est quand même un des enjeux centraux du design. Alors, moi j'ai une question. Jusqu'à maintenant, ce que je comprends, c'est que vous avez à la région utilisé les méthodes du design, notamment pour travailler sur Pays de la Loire 2040. Mais est-ce que les politiques du mandat actuel ou du mandat futur vont être designées, c'est-à-dire est-ce que les politiques de formation professionnelle, est-ce que les politiques de transport, enfin voilà, est-ce que vous allez appliquer ces méthodes-là pour construire ces politiques-là dans le futur? Alors moi maintenant je suis un prestataire par rapport à la région, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je crois que c'est rentré un peu dans. Alors là concrètement ils ont mis en place des dispositifs, ils ont travaillé sur un truc qu'ils appellent le PME, mais qui est pas le guichet unique des entreprises, mais quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, une procédure unique qui pourrait être développée par tous les acteurs qui rentrent dans la logique. Ils ont travaillé un dispositif qui est rigolo. Ils appellent ça le démarreur bienveillant. C'est que quand un politique a un projet, ou alors soit parce que c'est le sien, soit parce que son vice-président lui a dit tiens, il faudrait que tu travailles là-dessus. Il fait un premier jet et puis il passe avec deux collaborateurs qui sont spécialisés dans l'innovation, des gens des services internes, peut-être un autre élu qui va aider, et puis il challenge la question, quoi. Il passe 2 heures avant de vraiment partir dans les tuyaux, dans la plus grande confidentialité et dans la bienveillance la plus importante possible pour retravailler le dossier. Donc on essaie de faire acquérir de l'agilité comme ça au fur et à mesure par des petits morceaux. On a travaillé sur l'orientation sur le design au moment où on pensait que les régions allaient récupérer l'orientation. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, a priori ça se passera pas comme ça, mais ça commence à gagner. Au département, ils ont retravaillé l'accueil des PMI. Enfin, et même Hugues Archambault, le responsable le directeur qui est en charge de la question, a essayé de faire redesigner les lettres aux allocataires du RSA, parce que donc vous savez c'est les juristes qui ont la main, ce qui fait que les types qui reçoivent les courriers ils comprennent rien au courrier, c'est normal, parce qu'une fois qu'ils ont mis les 4 mentions légales, ils font le lien avec un vocabulaire juridique qui est abscon pour moi qui ai fait un DEA de droit social et donc qui pour un allocataire du RSA a aucune chance de donner quoi que ce soit, quoi. Et donc on peut imaginer comme ça avancer des pions un peu partout en agilité, quoi. Pour terminer sur une note gaie,
si on prend un exemple de projet au hasard, un projet d'aéroport par exemple, il aurait fallu faire quoi, ou il faudrait faire quoi si on applique ces méthodes? Ça, c'est la question piège. Je pense qu'il y a des problèmes de visualisation des enjeux, voilà, clairement. Il y avait beaucoup de choses qui jouaient. Enfin, ouais. Non, c'est compliqué. C'est vraiment salaud comme question. C'est sûr que ce que je peux vous dire, le choix du site il y a 40 ans, personne n'avait vraiment développé ces méthodes-là. Non, c'est vrai. Et moi, je me souviens, j'ai suivi le débat public en 2003 de façon précise. Je suis allé dans plein d'endroits. J'ai regardé comment ça se passait parce que c'était vraiment important. Puis enfin, et donc à l'époque, la Commission nationale du débat public, elle organisait des trucs où, enfin, c'était un ring, quoi. Ça c'est, il n'y avait pas de méthodologie et on s'est enquisté à ce moment-là et depuis voilà. Mais par exemple, la question de la zone, il y a aussi un choix dans les arguments qui a été fait, enfin, qui a été fait sans réfléchir un certain nombre de choses. Je sais pas. Je pense que ce sujet s'est enquisté dans des réalités depuis tellement longtemps que c'était là de toute façon on pourrait rien faire. Et puis par ailleurs, dans les équipes qui travaillaient avec moi sur les projets de prospective, il y en a une, elle a passé l'été sur la ZAD là. C'est un petit peu voilà. Moi je suis plutôt pour le projet. Enfin je suis pas plutôt pour, je suis plutôt vraiment pour. Si le débat reprenait aujourd'hui, comment il faudrait le reprendre? C'est compliqué. Il y a des questions de visualisation, manifestement. Il y a des enjeux. Je pense qu'un des enjeux du développement durable, c'est de bien comprendre les volumes dont on parle, quoi. Et la question, ce que ça représente, 600 hectares au cœur de Nantes, sur lesquels on peut densifier par rapport au mitage c'est une question qu'on aurait pu essayer de faire visualiser, par exemple, d'un côté ou de l'autre. Enfin, il y a des choses comme ça où on pourrait faire avancer les choses. Essayer d'obtenir aussi la parole des gens, mais vraiment. C'est-à-dire, enfin, qui est pour, qui est contre, quoi. Véritablement, est-ce qu'on peut obtenir des choses? Est-ce que la majorité silencieuse dont se prévaut les partisans du projet, elle existe véritablement, ou pas? Enfin, essayer d'objectiver un certain nombre de trucs pour pouvoir partir sur des bases un peu plus claires et moins passionnées, quoi. Bon, après, il y a plein de choses qui sont rajoutées. Je remarquerai deux choses. Non, c'est dans le débat. Je ne viens pas sur Notre-Dame-des-Landes. Mais je me souviens qu'il y a eu des jeunes qui sont venus quand il y a une présentation de Retière. Il y a peut-être à penser... je suis dans le débat public. Hein. Alors si on veut recommencer le débat, il ne faudrait pas que la majorité de la salle qui était présente et qui est là aussi, qui ait ce brouhaha contre le groupe des jeunes. Parce qu'après, quand il y a eu l'apéro, je suis allé les voir, il y avait... Georges Lemaître, comment il s'appelle le maître, son prénom, je me souviens plus, qui a été les voir. À vrai dire, c'était pas un groupe homogène. Hein. Il y avait 5 familles de jeunes qui étaient là, qui a été complètement exclus, au point qu'ils n'ont pas voulu aller discuter avec les gens présents au pot. Pour poser la question est très bonne. Et à l'extrême, ça pourrait être un exercice. Moi, j'ai vu à Brest et à Rennes, je crois. Il y a un géographe qui présente une méthode de... Je sais pas, vous en avez peut-être... je ne veux pas poser la question technique, mais la map mint, c'est-à-dire comment on transforme une carte géographique en fonction des groupes d'influence, mind etc. mapping. Hein, il y a un géographe sur l'Orient qui a fait une présentation avec le groupe Le Monde Diplomatique et puis... donc il y a un travail qui est fait d'ailleurs là-dessus qui serait intéressant de reprendre avant que les débats soient déviés. Donc là on est vraiment dans le débat public. Il s'appelle Avril, je crois. On parle de l'aéroport là? Oui, il a fait un travail. Il a fait un travail sur ce problème-là et il a pris comme exemple concret. Je crois que sa thèse va sortir parce que quand il l'a présenté à Brest, le livre va sortir. Je pense que il avait dit à la fin de l'année et donc c'est une thèse.
prend plusieurs exemples, dont celui dont une étude à travers ce dispositif. Et alors, ça m'amène à poser une dernière question, peut-être. Les techniques du sondage ou du référendum, c'est des choses qui rentrent ou qui peuvent rentrer dans les méthodes de design? En général, on se dit qu'au bout de 30 entretiens, on a une vision à peu près exhaustive d'un sujet, quoi. Ou alors c'est vraiment qu'on a mal ciblé nos entretiens au départ, hein. Donc c'est souvent comme ça qu'on peut avoir des choses. Alors après, ça permet pas de vérifier, mais ça permet d'avoir une vraie vision des choses. Mais concrètement, je prends des exemples qui sont complètement en dehors du débat public, mais la réorientation stratégique de la Bank of America, elle s'est faite sur 45 entretiens, hein. Les gens, enfin, ça se jouait en millions de dollars, quoi. Et ça suffisait. Enfin, les designers ont dit bon, c'est bon, ça passe là. On sait ce qu'on doit faire. Alors du coup, il y a encore une question, je crois. Une question. Vous avez beaucoup utilisé l'expression les gens. Et je trouve que sous cette expression, c'est quoi? C'est les utilisateurs, les clients, les victimes, je sais pas. Enfin, moi, je veux dire, ça me gêne. Ça me gêne. D'accord. Ça me gêne beaucoup, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire parce que, autrement. en fait, il y a, c'est vrai, c'est une erreur. Ça n'a pas de. Enfin, oui, j'ai mis aucune connotation. On parle d'utilisateur, mais d'abord c'est plus long, c'est 4 syllabes au lieu de. Non, c'est parce que c'est. Non, parce que enfin c'est un des grands débats du design public. C'est en fait les usagers. C'est des utilisateurs qui sont aussi des citoyens. Non, autrement c'est des utilisateurs. Et donc il y a des fois où la distinction doit se faire. C'est-à-dire que des fois le citoyen il peut être en désaccord avec l'utilisateur qu'elle-même. C'est-à-dire, moi en tant que citoyen, je pense que c'est indispensable de payer des impôts. L'utilisateur, il préférerait pas en payer, quoi. Surtout quand arrive le mois de novembre, là, tout ça, qu'il faut faire le cadeau de Noël, les enfants, tout ça. Et donc, ouais, donc c'est vrai que c'est un problème, voilà. Là, sur un sujet comme le vôtre, je pense que c'est avant tout les utilisateurs. Il faut avoir une dimension hyper, qui joue. C'est quoi l'utilisation qui peut faire de ces choses-là? On est sur des enjeux économiques importants peut-être, et y compris c'est quoi les déterminants d'un utilisateur. Qu'est-ce qui fait par exemple que moi j'ai arrêté la voiture pour aller bosser, que je suis en vélo? Bon, d'abord j'habite dans Nantes et c'est pas très loin. Ensuite c'est impossible, je travaille à côté du quartier de la Création, c'est impossible de poser sa voiture à moins de 10 € la journée. Et puis il y a aussi la dimension, ça fait une voiture de moins dans le truc, c'est pas plus mal. Bon, les bus ça se passe pas, enfin maintenant il y avait une belle ligne, maintenant elle est plus là. Et voilà, c'est quelque chose de composite. Mais avant tout, la résultante c'est que je suis un utilisateur en moins des ponts de Nantes. Donc c'est deux choses différentes. Quand les déterminants sociologiques ou psychologiques ou tout ce qu'on veut qui vont faire que le citoyen va prendre conscience, et à mon avis ils vont pas se travailler dans ce débat public. C'est d'autres choses qui vont faire. On peut avoir des études, on peut se nourrir de plein d'informations, mais là on est vraiment dans les à mon avis, peut-être je me trompe, hein, mais dans un débat sur les utilisateurs, quoi. Oui. Je sais pas, hein, c'est mon point de vue. C'est une question qui s'est posée. Le matin à 8h et le soir à 18h, ça pour caricaturer, vous n'êtes pas un utilisateur, mais vous êtes une victime, entre guillemets. Il y a des situations comme ça. Oui, dernière question. Je me posais la question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que, en fait, si on veut lancer le débat public, est-ce qu'il est nécessaire de mettre un projet? Puisqu'en fait, là, dans le cas précis, on met un concept, franchir la Loire. Et donc, le débat public, si on veut faire parler les utilisateurs, usagers et les gens, eh ben, faut peut-être pas leur mettre un cadre. Il faut peut-être qu'ils trouvent le cadre. Parce qu'en fait, à la limite, le franchissement de la Loire, c'est peut-être abandonner les voitures.
Et c'est pas 900 000 euros dans le bénéfice, c'est 150 millions. Non mais c'est par exemple, non mais c'est important. Vous parlez d'un seul coup, c'est une prise de conscience politique d'un autre système de fonctionnement. Il y a des alternatives, elles peuvent être présentes. On peut agrandir les alternatives, enfin en énumérer d'autres. On peut combler un bras de Loire, par exemple. Bien, ben en tout cas, merci de cet apport, parce que je crois qu'il y a effectivement des idées, oui, un peu, et des idées sûrement sur lesquelles on va pouvoir rebondir par rapport à nos réflexions. Je voudrais simplement, donc, pour les membres du Conseil, vous rappeler dans le même souci de décalage en quelque sorte, on va recevoir le 18 novembre Goulven Boudik pour parler du tirage au sort. Donc voilà encore quelque chose d'assez décalé, si je puis dire. Et puis on recevra Fabien Poulard qui a créé une entreprise dans le domaine du numérique le 4 décembre. Et là, ça sera pour échanger avec lui sur les outils numériques pour le débat public. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. En vous remerciant de votre attention, bon retour.